Donc, on va passer au sommaire. Nous allons voir donc aujourd'hui les obligations des uns et des autres, de la phase d'introduction du dossier, de la clôture du sinistre avec l'avis du service médical, des mises en situation et notamment de la rechute, une fiche synthétique pour résumer ce que nous aurons vu, et puis l'intervention de Vanessa portant sur le compte ATMP et les cotisations. Donc, passons tout de suite à la première partie qui est les obligations des uns et des autres. Donc, on va commencer par les obligations de votre salarié. Donc, le principe, c'est que votre salarié vous informe de l'accident et ce, dans les 24 heures. Il faut savoir que le non-respect du délai de déclaration de l'assuré à son employeur ne fait pas perdre le bénéfice de la présomption. En revanche, cela peut être un motif de recours aux investigations. Le médecin, lui, complète le certificat médical initial qui décrit l'état du patient, les conséquences de l'accident, ses suites éventuelles, si nécessaire, la durée et la durée de l'arrêt de travail qui devra être transmis à l'assurance maladie. Donc, les obligations du médecin, eh bien, on l'a vu un peu il y a quelques instants. Lui, et qu'est-ce qu'il fait? Il établit le certificat médical initial. Si besoin, il fait le certificat médical de prolongation et puis le certificat de final qui, lui, parle au niveau de la guérison ou de la consolidation. Il précise également les conséquences définitives de l'accident. Le certificat médical de rechute est établi après la guérison ou la consolidation dès lors que l'état de la victime nécessite des soins actifs et ou un arrêt de travail en rapport avec un sinistre antérieur reconnu. Et puis, il complète la feuille d'accident du travail qui est présentée donc au médecin, à savoir que cette feuille d'accident du travail, on le verra un peu plus tard, mais il est fourni dans un premier temps par vous en tant qu'employeur. Donc, ensuite, les obligations. Donc, vos obligations, vous, en tant qu'employeur, la première chose à faire, c'est de déclarer tout accident dont vous avez connaissance dans les 48 heures à la caisse. Cas du travailleur intérimaire, vous devez déclarer son accident du travail dans un délai de 24 heures donc, et transmettre l'information préalable à l'entreprise de travail temporaire qui, lui, est chargé d'établir la déclaration ainsi que d'informer la CARSAT et l'inspection du travail. Cette information préalable précise les circonstances de l'accident. Elle devra être demandée en cas de recours à des investigations, quel qu'en soit le motif. Et puis, comme je l'ai dit, hein, c'est aussi de délivrer la feuille d'accident du travail à votre salarié, à savoir que si cette feuille d'accident du travail doit être renouvelée, ça incombe à votre salarié de faire cette demande auprès de sa caisse d'affiliation. En cas d'arrêt de travail, transmettre à la CPM les éléments de salaire pour le versement des indemnités journalières. Donc, c'est l'attestation. On vous demande justement de nous transmettre l'attestation de salaire en maladie et l'attestation de salaire en accident du travail, maladie professionnelle, et ce, pour verser des indemnités journalières, pardon, excusez-moi, pour verser des indemnités journalières en maladie. Et quand l'accident du travail est reconnu, nous revenons sur la date de l'accident pour verser la différence entre la maladie et l'accident du travail. Nos obligations maintenant de la caisse, eh bien, quand on reçoit tous les éléments, c'est-à-dire le certificat médical initial, la déclaration d'accident du travail, ainsi que l'attestation de salaire, on constitue un dossier où on lui attribue donc un numéro de sinistre. Nous informons nos collègues de la CARSAT et l'inspection du travail. On procède aux investigations nécessaires. Donc là, on parle de questionnaire risque professionnel qui est à compléter par les deux parties en ligne. Et puis ensuite, il y a une phase de contradictoire. Donc cette phase-là permet à chacune des parties, c'est-à-dire aux salariés et à vous en tant qu'employeur, de pouvoir voir les observations émises par les uns et les autres. Et ensuite, il y a les versements des indemnités journalières.
On va passer à l'introduction. À l'instruction. L'instruction, pardon. Donc, je prends le relais sur la partie instruction. Donc, l'instruction, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est l'étape du processus de reconnaissance qui permet, du coup, de statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Et la décision, elle sera rendue après une phase d'investigation qui elle-même correspond au temps de l'instruction. L'instruction, elle va débuter du moment qu'on reçoit conjointement, enfin qu'on est en tout cas à notre disposition en caisse, d'un côté le certificat médical initial et de l'autre la déclaration d'accident de travail. Si tous les éléments correspondent, si il n'y a pas de besoin de procéder à des investigations, on part alors sur une reconnaissance dite d'emblée et le délai est donc de 30 jours. Si malheureusement on est obligé d'engager des investigations parce que des éléments sont incohérents, des éléments médicaux, des éléments d'heure ou ce que vous avez rapporté sur la déclaration par exemple, hein, ça je ne maîtrise pas, on part alors sur un délai de 90 jours. Voilà. À l'expiration de un de ces deux délais, hein, donc soit 30, soit 90 jours, il y aura une décision de la caisse primaire qui vous sera notifiée. L'assuré aura un courrier, vous aurez le vôtre aussi. En cas d'arrêt de travail, puisque qui dit accident de travail dit pas forcément d'arrêt, hein, mais si on a un arrêt avec un arrêt coché en rapport et que l'accident de travail est reconnu, on payera du coup les indemnités journalières. Et il faut qu'on vous rappelle que tout ce qui est examens médicaux ne seront pas mis à disposition de vous, puisqu'il y a le secret médical. À noter également que le motif aussi pour qu'il y ait des investigations, c'est dès lors que vous émettez des réserves. Donc, on appelle ça les réserves motivées, où vous allez contester le caractère professionnel de l'accident. Il faut que cette réserve porte sur les circonstances de temps ou de lieu de l'accident ou sur une cause totalement étrangère au travail. Voilà. Vous devez être le plus factuel et précis possible dans les réserves pour qu'on puisse derrière, voilà, ensuite engager des investigations et avoir le plus d'éléments en notre possession pour cibler les questions. Alors, l'instruction du dossier, par contre, je crois qu'il y a un Je me diapo qui permets a... d'intervenir. Oui, apparemment, il y a un petit problème de son. J'ai le micro, moi, activé, hein. Tu parles pas assez fort, peut-être. Mais non, je pense que Ah, c'est de l'autre côté qu'il y a un problème. ok. Par contre, le diapo à l'écran, c'est pas le bon, je crois, hein. Il y en a un qui a sauté, c'est celui-là d'avant. Voilà, les délais. Très bien, merci. Alors, je vais essayer de parler le plus proche du micro, mais j'ai pas envie de briser vos tympans non plus. Alors, pour le délai total pour une demande de reconnaissance d'un accident de travail ou de trajet, donc on part sur, comme on vous l'a dit avant, sans aucune contestation par l'employeur ou alors une vérification des éléments qu'on a à notre disposition en caisse, on va donc partir sur un mois. Et l'accident qui a suivi d'une investigation, on part sur 3 mois. Et on parle toujours en risque professionnel en jours francs, c'est-à-dire le nombre de jours complets qui séparent les deux événements. Voilà. Par exemple, si pour les réserves, parce que c'est vrai que c'est souvent ça qui pose problème, pour les 10 jours francs qu'on laisse à l'employeur pour que vous formuliez les réserves, le délai, on va le calculer et on va ne pas tenir compte du jour de la déclaration ni du jour de l'échéance. Et évidemment, si l'accident de travail tombe un samedi ou un dimanche ou un jour férié, ce qui est possible hein, selon les conventions, les professions, tout ça, alors on le reporte au jour ouvrable qui suit. Diapo suivant, merci. Alors, pour l'instruction du dossier, tout va se passer en ligne avec l'outil QR Pro, donc questionnaire risque professionnel. Voilà. Et il faut que dans ces questionnaires-là, il faut que, évidemment, vous les complétiez, que vous nous apportiez des précisions, des éléments factuels pour que vraiment ça puisse aider les agents de la reconnaissance à statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Et tout se passe en ligne sur l'outil Risque Pro. Vous avez le lien qui s'affiche. Si vous n'avez pas encore créé votre compte, vous le créerez évidemment le jour où vous aurez un questionnaire à remplir. Pour ceux qui ont déjà un compte Risque Pro ouvert, à chaque questionnaire qu'on vous envoie, vous avez directement le lien par mail ou ensuite vous remplissez sur le site directement. Et ensuite, pour la clôture du sinistre, hein, donc quand les 30 jours sont passés, voire les 90 jours sont passés,
qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi le certificat médical final que donc, le médecin établit. Et le service médical va aussi en parallèle nous transmettre son rapport médical qui va nous donner une date de guérison ou de consolidation. Et cette info-là, ensuite, nous, on la reçoit en caisse et on fait un courrier à l'assuré. Pour l'employeur, nous, on vous transmettra uniquement la date de fin de versement des indemnités journalières, sans vous préciser qu'il s'agit d'une consolidation, d'une guérison. Tout ça, ça ne concerne que l'assuré directement. Si nous ne recevons pas de certificat médical final, à savoir qu'il y a jusqu'à 2 ans, hein, prescription, délai de prescription, c'est 2 ans. Si on ne reçoit pas de certificat médical final, on notifiera alors une guérison administrative. Voilà. Et une fois que l'accident de travail est reconnu, est statué et est clôturé, il y aura abondement du compte AT-MP de l'entreprise concernée par l'accident, hein, en cas de reconnaissance, du coup, depuis votre compte entreprise. Vous pourrez ensuite voir votre taux tarification, tout ça, actualisé en fonction. Alors, c'est moi qui vais prendre la suite et on va faire quelques. Alors, Madame Moulin, posez vos questions sur le chat Q&R. On y répondra un petit peu plus tard ou par écrit si c'est une question simple. Au niveau des mises en situation, on vous rappelle quelles sont les règles de base lorsqu'il y a un accident de travail. C'est-à-dire que un accident de travail va être défini par un événement ou une série d'événements localisés dans l'espace et le temps de façon précise. On appelle ça dans la procédure un fait accidentel ou un fait générateur. Cet accident doit être à l'origine, enfin, l'origine de cet accident doit être le travail. Alors attention, ça peut être ou l'activité en elle-même ou lors des horaires ou du lieu de travail. On a bien une notion de lien avec le travail ou sous la subordination de l'employeur. Et enfin, cet accident va aussi être à l'origine d'une lésion. Cette lésion peut être psychique, donc peut être invisible comme visible. C'est quand même, entre guillemets, le plus pratique. Comment on va définir les différents liens? Bah déjà, au recueil des informations. Ces informations vont être partagées entre vous et nous par la déclaration d'accident de travail. C'est le premier lien. Bien entendu, lorsque vous avez un accident qui ne nécessite ni arrêt ni soin, vous allez le noter sur votre registre des soins bénins. Et là, c'est vraiment un cas à part, qui ne sera pas évoqué plus en avant aujourd'hui. Lorsqu'il y a un accident, souvent, il y a des témoins. Donc, on va également contacter les témoins et leur demander ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont constaté, etc. Vous allez nous indiquer tout ça en faisant la déclaration d'accident de travail en ligne, je l'espère, puisque ça vous permet non seulement de nous contacter gratuitement, contrairement au formulaire papier qui serait envoyé en recommandé avec accusé de réception, ça veut dire aller à la poste, payer le recommandé et le délai postal. La déclaration est gratuite, elle est immédiate, et grâce à cette déclaration en ligne, vous avez une trace qui reste accessible via votre compte, sur Net Entreprise, via le compte entreprise. Vous avez également 10 jours pour nous joindre de réserve de façon électronique, puisque sur le même espace sur Net Entreprise, vous pouvez faire la déclaration et vous allez avoir une liste d'accidents de travail qui est encore dans les 10 jours ouvrés, vous permettant de faire de joindre des réserves et vous allez pouvoir, en cliquant sur un de ces liens, nous envoyer ces réserves de façon électronique et du coup sécurisée avec une trace. Tout ce qui nous arrange tous. Vous allez, grâce au compte à la déclaration en ligne, éditer une feuille d'accident du travail pré-remplie et faire dans la foulée, si jamais vous le savez déjà, l'attestation de salaire. Bon, on préfère quand même que vous fassiez le signalement DSN au risque professionnel, puisque le signalement DSN va générer
deux attestations automatiquement. Elle va générer l'attestation au risque professionnel et l'attestation maladie, puisque vous le savez ou non, on vous demande depuis déjà maintenant quelques mois, voire presque quelques années selon les caisses primaires, de faire deux attestations afin que si on se retrouve dans une procédure longue, on puisse indemniser les arrêts maladie, enfin les arrêts, pardon, tout de suite au risque maladie. Et lorsque la procédure de reconnaissance de l'accident de travail s'achève, si l'accident est reconnu, on va procéder à un rappel et vous indemniser sur le risque professionnel et faire le rappel qui manque. Alors, une petite diapo pour vous expliquer ce qu'est l'erreur NIAM ou RFI. C'est-à-dire que dorénavant, quasiment tous les téléservices en lien avec l'assurance maladie, le contrôle n'est plus fait avec la base de l'INSEE, mais avec une base commune aux différents organismes sociaux et qu'on appelle en interne les bases NIAM ou RFI. Donc parfois, lorsque vous faites votre déclaration d'accident de travail en ligne, vous avez une erreur qui vous indique que votre salarié n'est pas affilié. Dans ces cas-là, en fait, il faut déjà appeler pour qu'on provoque une mise à jour. Si c'est une anomalie interne, on peut faire la correction nous-mêmes. Et alors, vous allez pouvoir réutiliser le téléservice pour ce salarié quelques jours plus tard. Ou si le salarié a un dossier absolument pas à jour, il faudra qu'il le prévenir, qu'il nous contacte pour qu'on puisse mettre son dossier à jour. Dans ces cas-là, en cas d'AT, on vous conseille, afin d'avancer et ne pas avoir de problème de délai, de faire la déclaration par papier et donc nous envoyer par voie postale. Alors, on va faire quelques cas pratiques. On va utiliser une option Zoom de sondage et il va falloir que vous, dans les différents cas que je vais vous présenter, vous posez trois questions. Ce sont les trois questions que nos collègues du service reconnaissance se posent. Ils vont se poser, la première question, c'est quand l'accident a-t-il eu lieu? Sur les horaires, je rappelle que ça doit être pendant les horaires de travail ou sur la subordination de l'employeur. Est-ce que le fait accidentel a-t-il eu lieu? Est-ce que c'est survenu soudainement pendant le travail? Et où? Dans le parking, sur le trajet, en mission, etc. Donc, on va vous faire travailler. Il va falloir, normalement, devrait s'afficher sur vos écrans. Il y a plusieurs questions. Donc, il y en a trois. Il y a trois situations différentes. Et vous allez nous dire si, d'après vous, l'accident est reconnu ou non. Donc, sur le premier choix, il y a eu un accident sur une chaîne de montage. Toutefois, cet accident a eu lieu sans témoin. C'est-à-dire que c'est votre salarié qui vous a dit qu'il y a eu un accident. Est-ce qu'on va le reconnaître ou non? Dans le deuxième cas, il y a eu une crise cardiaque pendant une prestation ludique lors d'un séminaire. Donc, je pense que certains ou certaines d'entre vous ont peut-être connu une situation qui a eu lieu il y a 3 ans et qui a défrayé les chroniques de la presse locale sur cette situation-là. La troisième situation, c'est un accident de la route entre deux clients. Alors, en fait, vous avez votre salarié qui fait des prestations au domicile des clients ou dans les entreprises des clients. Et entre deux de ces clients, il lui arrive un accident. Toutefois, votre salarié était positif aux stupéfiants. Alors, je vois que ça avait déjà largement commencé à répondre. Moi, je peux pas Alors, répondre. toi, c'est normal que tu puisses pas Hein, répondre. dommage. Je voulais vérifier si je savais bien. Alors, en tout cas, la situation 1, il y a une grosse majorité qui se présente. Sur la situation 2, c'est à peu près pareil, mais un petit peu moins écrasant. Et sur la situation 3, vous êtes, vous posez la question aussi. Alors, mes collègues, je vais vous solliciter puisque je vais vous demander à chacune d'entre vous de répondre à une question. Vanessa, prépare-toi. Allez, je mets fin au sondage
ça ne bouge plus trop et on va passer aux réponses. Alors, Vanessa, dis-moi, s'il y a un accident sur une chaîne de montage, mais qu'il n'y a pas eu de témoin, est-ce qu'on va forcément reconnaître l'accident, d'après toi? Alors, au niveau de la CARSAT, alors s'il devait y avoir un accident sur une chaîne de montagne, d'une chaîne, pardon, d'entreprise au niveau d'une industrie, bah, il se trouve que nous, de toute façon, versant tarification CARSAT, on ne gérera qu'à partir du moment où vous, Non, mes non, chers collègues, vous allez à reconnaître cet à accident. titre personnel, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on va le reconnaître ou non, d'après ce que tu sais? S'il n'y a pas de témoin, oui, c'est potentiellement possible, hein. Alors, eh ben, en fait, s'il n'y a pas de témoin, on va aller sur une procédure d'enquête. On va obligatoirement être Voilà. sur une procédure à 90 jours minimum, puisqu'en fait, le manque de témoins est une réserve des plus justifiées. Ah, et on va du coup investiguer pour savoir si le fait accidentel réellement eu lieu et s'il a réellement été en lien avec le travail. En fait, bah, ça nous pose question pour comment il peut y avoir un accident sur une chaîne de montage sans témoin. C'est quasi impossible. Donc, eh ben, moi, je serais plus tendance à dire qu'il ne sera pas reconnu plutôt que reconnu. Mais c'est la phase d'investigation qui va être lancée, voire même l'agent enquêteur qui va se déplacer, qui va pouvoir amener les éléments nous permettant de reconnaître ou non. Donc, ce n'est pas systématique. Deuxième cas, Léa, une crise cardiaque pendant une prestation ludique lors d'un séminaire. Est-ce qu'on va le reconnaître ou non? On ne t'entend pas. Oui. Euh, Moi, j'aurais tendance à dire oui et non, parce que oui, parce que c'est en temps et en lieu du travail, puisque le séminaire, c'est dans le cadre du travail, si c'est l'entreprise qui organise ça. Maintenant, la crise cardiaque, il faudra voir, enfin d'après moi, hein, il faudra voir s'il n'y avait pas des antécédents, et du coup, est-ce qu'il y a un lien avec le travail? C'est ça que c'est sûr que s'ils font la Zumba endiablée, il y a peut-être moyen. Mais si c'est juste quelque chose de posé et que la personne avait des antécédents cardiaques, pour moi, ce ne sera pas reconnu. Mais il y aura forcément enquête. Alors non. Ah Non, bon? parce que j'ai bien utilisé le mot séminaire. Donc, à partir du moment où il y a un séminaire, il y a un lien avec le travail. Donc, l'accident sera reconnu en lien avec le travail. Ok. Particulier. Donc, séminaire, c'est lorsque si vous faites un séminaire d'entreprise, mais ça va surtout être le cas lorsque vous avez un salarié qui est en mission et qui fait un repas d'affaires avec les clients. Et la prestation dont je parlais, c'était en fait il y a quelques années un VRP qui était en mission à l'étranger et qui lors de la soirée en boîte de nuit tarifée a eu une crise cardiaque. Ça a été reconnu en accident de travail, puisqu'en fait le lien avec l'employeur était alors c'était une mission. Donc, on a été obligé de reconnaître l'accident dans le cadre de l'AT. Et troisième question, c'est pour Jean-Michel. L'accident de la route entre deux clients. Le salarié ayant été contrôlé positif au stupéfiant. Est-ce qu'on reconnaît ou non? Alors, bien évidemment, il y aura des investigations qui seront faites donc une enquête, donc notamment dans un premier temps téléphonique par l'agent enquêteur et ça sera reconnu puisque c'est en lien direct avec son travail. Tout ce qui concerne stupéfiants, alcoolémie, c'est une question d'assurance. On sait que une assurance ne prendra pas en charge les dommages matériels et corporels pour lui-même et l'autre personne, mais en l'occurrence, pour nous, Caisse primaire d'assurance maladie, ça sera reconnu parce que c'est en lien direct avec son travail. On ne prend pas en considération le fait qu'il soit sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. On a bien là une différenciation entre
vous avez normalement encore à l'écran nos questions et les réponses qui sont apportées. Là, toutes les cases sont cochées pour nous, donc la T sera reconnue. Ce sera même pas de l'accident de trajet, hein, ce sera vraiment un accident du travail. Et, Voilà. et le fait qu'il soit positif aux stupéfiants vous renvoie en fait non seulement, comme l'a dit Jean-Michel, sur les assurances, mais aussi éventuellement sur votre règlement intérieur. Le fait que votre salarié ait un AT reconnu ne vous empêche pas, vous, d'engager des procédures internes suite à un non-respect d'un règlement intérieur. Ce sont bien deux choses différentes. Tout à fait. Alors, on va continuer sur les... Voilà, en fait. Hop. Pour les réserves motivées, bon, Jean-Michel, vous l'avez déjà dit, hein, on préfère quand même vous le rappeler. Il faut vraiment que ce soit des faits et non pas des on-dit. Il ne faut pas que ça soit en lien avec votre règlement intérieur. Encore une fois, c'est pas parce que votre salarié ne portait pas d'équipement de sécurité que nous, on ne va pas le reconnaître. Ce n'est pas une réserve. Le fait qu'il n'ait pas respecté le règlement intérieur de port d'éléments de sécurité, l'accident a eu lieu et il sera reconnu. Par contre, tout ce qui est fait, tout ce qui va être opposable avec la reconnaissance de nos questions, hein. Par exemple, j'ai un exemple en tête. Votre compromettre s'est battu avec un prestataire, il s'est blessé dans la rixe. Il est clair et net que vous, employeur, vous n'avez pas demandé à votre contremaître de se battre avec quelqu'un. Donc, votre contremaître s'est soustrait au lien de subordination à l'employeur. Et dans ce cas-là, grâce aux investigations, on pourra éventuellement non reconnaître un accident de travail lié avec cette situation-là. Encore une fois, vous êtes partie prenante de nos enquêtes et c'est les informations et les faits avérés que vous allez nous communiquer qui vont nous permettre éventuellement de non reconnaître des accidents de travail lorsque ceux-ci sortent de votre subordination, par exemple. Lionel, Oui. je me permets d'intervenir. Il y a une question de Madame Maigret Sylvie qui nous demande comment faire pour les cas de soucis psychologiques ou malaise feints par les salariés, car il y a de plus en plus de cas sur certaines régions. C'est compliqué parce que là, on va devoir passer par éventuellement des experts, par des psychiatres, puisque ce sont des médecins qui vont éventuellement pouvoir être saisis, mais alors De toute façon, il y aura une enquête qui sera enquête. diligentée par la caisse et via les agents enquêteurs et suivant les éléments, voir s'il y a une concordance et par rapport aux éléments que nous recevons. Et donc, à partir de là, voilà, ça sera reconnu ou non reconnu. Dans tous les cas, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Donc voilà, il y aura forcément une enquête qui sera diligentée. Alors, ce que je peux également rajouter comme élément, c'est que l'accident peut être reconnu, mais être limité dans le temps par le médecin conseil. Il y a aussi cet élément qui peut être apporté pour tout ce qui est en fait état de santé au préalable de l'accident. Ce sont des effets limitatifs sur la prise en charge des soins. C'est-à-dire que l'accident peut être parfaitement reconnu, mais ils vont être limités en temps ou en soins par le médecin conseil. Et là, du coup, c'est vraiment le service médical auprès des caisses primaires qui vont agir et apporter des éléments de restrictifs. Donc, Petite, pro- vas-y, petite, Lionel. alors, on va faire un petit focus sur l'accident de trajet. Alors, cet accident, c'est lorsqu'il y a un accident entre le domicile ou résidence principale ou secondaire qui a un caractère stable, c'est-à-dire que vous avez un salarié qui tous les week-ends ou presque réside dans une résidence en montagne et qui le lundi matin se rend au travail directement. Ce trajet est également pris en charge dans le cadre de l'accident de trajet. Et les détours que vos salariés font pour aller à la crèche, pour aller chercher le pain s'ils le font tous les jours, vont également être intégrés
dans le trajet entre le domicile et le lieu du travail. Ça se passe exactement de la même manière entre le travail et le restaurant d'entreprise, la cantine ou le lieu de repas habituel de votre salarié. Alors attention dans la notion d'habituel, ça peut être une fois par jour, ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois par an. C'est très très large, hein. Faites bien attention. On va dire les exceptions en matière d'accident de trajet sont relativement limitées. Et enfin, la limite, par contre, c'est que si le trajet a été interrompu ou détourné par des motifs d'intérêt personnel, c'est par exemple si votre salarié, au lieu de déposer l'enfant, va s'arrêter au bureau de tabac à 4 km en dehors de son trajet habituel, là, on est vraiment par contre sur de l'exception parce qu'il n'y a aucune nécessité de vie à ce fait-là. Tout ça pour vous dire que l'accident de trajet va être décortiqué par nos collègues. Donc plus vous nous apportez d'éléments sur l'habitude de déplacement de vos salariés ou non, mieux ce sera pour déterminer si c'est un accident de trajet ou non. Euh, Et on va finir avec les démarches pour un intérimaire, donc salarié intérimaire. Bon, ne faites pas attention à l'exemple parce que en fait, ça mélangeait intérimaire et l'accident de trajet. Tout ce qui concerne vos intérimaires, vous devez faire un recueil d'informations sur un formulaire très précis. Ce formulaire est envoyé le plus rapidement possible à l'agence intérim de votre salarié, qui lui va faire la déclaration en ligne. En fait, il va se substituer à vous pour faire cette, euh, cette déclaration. Et la suite est prise. Ah non, c'est toujours moi, excusez-moi. En rechute, pardon, rechute a été, vous n'avez rien à faire. En fait, nous allons réceptionner le certificat médical de rechute. Donc, c'est un certificat médical bien particulier. Nous allons écrire à votre salarié que nous avons bien réceptionné ce certificat. Nous allons envoyer la feuille de soins et en même temps vous informer de cette déclaration de rechute. Cette rechute, dans tous les cas, sera examinée par le service médical et seul ce service médical est en capacité de valider ou non la rechute. Si la rechute est bien validée par le service médical, dans ce cas-là, et s'il y a un arrêt de travail, vous faites un signalement en DSN, en AT, pour qu'on réceptionne, pour qu'on traite les indemnités journalières au risque AT. La synthèse, it's me. Alors, la synthèse, très rapidement. Lionel, le diapo s'affiche pas? Voilà, parfait, merci. Alors, attendez, je vais aller sur le mien parce que je vois pas tout. Alors, donc, c'est rapidement une synthèse, on va pas rentrer dans les détails, hein, mais ça reprend du coup les éléments que vous avez à remplir hein, en tant qu'employeur, donc la déclaration d'accident de travail, la feuille d'accident de travail et l'attestation de salaire, la date ou la durée ou le délai que vous avez pour le faire, comment vous voyez qu'on est full dématérialisation, hein, compte entreprise et DSN ou net entreprise pour les attestations de salaire, à qui vous devez transmettre ces documents et à quoi ça sert. Donc, vous aurez tranquillement de toute façon le support avec tout, ça reprend tout ce qu'on vous a présenté jusque maintenant. Et on va laisser la lourde tâche à notre Vanessa. collègue de la CARSAT de présenter la partie tarification. Alors merci Lionel, hein, parce que j'ai pas été très crédible sur ma réponse de tout à l'heure, mais c'est normal, on est experts chacun et chacune dans son métier. Exactement. Je vous laisse expertiser la reconnaissance. Moi, mon travail, c'est d'expertiser les mises en La suite. situation des salariés, l'impact financier, surtout de cet accident de travail, une fois que vous, au niveau de la caisse primaire, eh bien, vous l'avez reconnu travail. Alors, le processus tarification,
accident du travail. Donc, je suis inspectrice de tarification et déléguée à la relation employeur à la CARSAT Alsace-Moselle. Donc, pour rappel, on va gérer 3 départements, le 67, le 68 et le 57. Donc, en transversalité, effectivement, on collabore avec mes collègues de la caisse primaire pour qu'on puisse avoir toute l'information depuis l'arrivée à l'entreprise du salarié jusqu'à son départ à la retraite. Concernant le processus tarification accident du travail, au niveau de l'entreprise, vous le savez, vous allez simplement remplir une déclaration d'accident du travail. Cette déclaration d'accident du travail va être envoyée à la caisse primaire. À partir du moment où mes collègues de la caisse primaire reconnaissent, avec ou sans investigation, ce sera en fonction des éléments donnés, des réserves effectuées, comme ce qu'on vous a dit tout à l'heure, cette déclaration va arriver chez nous sous forme de flux informatique pour nous informer qu'il y a eu un accident du travail dans une entreprise, en tout cas en Alsace-Moselle, ou en fonction de la CARSAT compétente qui va gérer ce sinistre. Tous les éléments liés à ce sinistre, donc les prestations, vont être mis en place sur les comptes des entreprises concernées. Je vous rappelle, donc on met en place un taux d'accident du travail et de maladie professionnelle au niveau de chaque établissement en France à partir du moment où l'établissement relève du régime général et a au moins un salarié. Dans ce calcul de taux de cotisation par établissement, donc pour rappel, un établissement relève d'une adresse géographique, on va bien parler de numéro SIRET, on va donc mettre en place un taux d'accident du travail. Ce taux, c'est l'équation prestation sur salaire fois 100 au niveau du taux brut. Et les prestations, c'est quoi? Ça va être toutes ces sommes-là liées à tous les sinistres, que ce soit maladie professionnelle, mais surtout aussi accident du travail. Ce taux est lié à un code risque. Qu'est-ce qu'un code risque? C'est 3 chiffres et 2 lettres. C'est un code qui est publié chaque année au journal officiel validé par le ministère des Affaires sanitaires et sociales. Et ce code risque-là est lié donc à un taux et va relever de l'activité principale exercée, autrement dit celle exercée par le plus grand nombre de salariés, toujours dans un établissement. Alors, en termes de choix, nos gestionnaires ont le choix entre environ 200 codes risques. Il faut savoir qu'en 2006, on en avait plus de 1000 et que du coup, la Caisse nationale d'assurance maladie a demandé à fusionner des codes risques et limiter les codes risques. Donc, actuellement, on a bien 200 codes risques environ qui vont par contre toujours relever de 9 grandes branches d'activité, ce qu'on appelle les comités techniques nationaux. Alors, qu'est-ce qu'un code risque? Je vous l'ai dit, c'est très important parce qu'on a souvent des sociétés qui viennent vers nous parce qu'elles ne sont pas tout à fait d'accord avec le code risque encouru du fait de leur personnel. Mais il faut bien savoir qu'on ne s'intéresse pas à chaque salarié. On va uniquement s'intéresser à l'activité principale exercée dans l'établissement. Donc, le numéro STIRET, autrement dit, celle exercée par le plus grand nombre de salariés. Alors, je vous rends quand même attentif à bien avoir un numéro STIRET par lieu géographique. C'est-à-dire que vos salariés, s'ils travaillent à une adresse précise, cette adresse précise doit être immatriculée. Au niveau du code risque, rattaché à chaque établissement, donc ce code risque est composé de 3 chiffres et de 2 lettres. Alors, on peut prendre par exemple l'exemple du 553 BC, s'il y a quelques employeurs concernés, on fera référence à la restauration rapide. Il ne faut surtout pas confondre le code risque mis en place par les CARSAT, qui est lié à un taux, qui ensuite est envoyé à l'URSSAF pour l'appel à cotisation. Contrairement au code APE, qui lui est là uniquement pour des fins statistiques. Alors, ça peut orienter nos gestionnaires dans le cadre de l'attribution du code risque, mais en aucun cas, ça prend la place du code risque attribué par les CARSAT, comme je vous le disais, puisque ces codes risques, 3 chiffres de lettres, relèvent d'un journal officiel qui lui-même appartient à des comités techniques nationaux et qui, pour chacun, fait l'objet d'un code risque. Alors, ce code risque figure où?
et bien sûr la notification de taux que vous pourrez bien sûr aujourd'hui visualiser directement sur le compte TTMP depuis votre compte entreprise. Alors, on parle de cotisation. Vous savez maintenant que l'accident du travail fait partie eh bien, des modifications de taux de cotisation d'une année à l'autre, dans la mesure où c'est une équation. Hein. Plus il y a d'accidents du travail reconnus dans vos entreprises par la caisse primaire d'assurance maladie, eh bien, plus le taux peut fluctuer. Donc, l'activité salariée peut générer des accidents du travail, mais également des accidents de trajet et des maladies professionnelles. Alors, ça n'est pas l'objet aujourd'hui, maladie professionnelle, de notre webinaire. Ça fera peut-être l'objet d'un autre webinaire. Mais aujourd'hui, c'est les accidents du travail. Donc, ils sont bien pris en charge et indemnisés par la caisse primaire. Le financement de l'assurance des accidents du travail, lui, par contre, est à la charge exclusive des entreprises qui relèvent du régime général. D'accord? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. À partir du moment où l'accident est dit de travail, eh bien, c'est logique, ça va être du coup l'employeur, les employeurs concernés qui vont devoir supporter ces charges, ces prestations liées au sinistre donné. Alors, qui est concerné, hein, je vous le rappelle, hein, on relève la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, donc on va englober toutes les entreprises du régime général et en CARSAT Alsace-Moselle et dans toutes les CARSAT de France d'ailleurs. À partir du moment où il y a un salarié, eh bien, le compte entreprise sera mis à jour chez nous, dans chaque CARSAT. Hein. Donc, le taux d'accident du travail, celui-ci, il est déterminé annuellement. Donc, vous verrez que chaque année, dans la dernière semaine du mois de décembre, vous pouvez déjà visualiser les codes risques et les taux d'accident du travail. Et nous reviendrons tout à l'heure sur justement les taux donnés par le journal officiel. Donc, contrairement aux cotisations retraite, maladie ou famille, le taux d'accident du travail n'est pas uniforme. Hein, c'est ce que je vous disais, il peut fluctuer. Tout va dépendre du nombre d'accidents du travail, en l'occurrence, qui vont bien interférer dans un comité technique national, donc dans une branche d'activité, voire dans l'établissement ou l'entreprise en tant que telle. Donc, il va varier en fonction de l'effectif national de l'entreprise. D'accord? C'est important puisque nous, à partir du moment en CARSAT où il y a un accident du travail à mettre en place sur le compte d'un employeur, eh bien, l'impact sera relatif en fonction de l'effectif de l'entreprise au niveau national. Hors Alsace-Moselle, il se trouve que, donc j'ai bien dit hors Alsace-Moselle, lorsque dans l'entreprise, que ce soit BTP ou hors BTP, donc quand dans une entreprise qui a au moins un salarié et jusqu'à 19 salariés, il y a des sinistres, eh bien, ces sinistres seront supportés par la branche d'activité du code risque. Donc là, vous pouvez tout à fait vérifier au niveau du journal officiel, puisque les taux du journal officiel sont des taux collectifs. À partir du 20e salarié jusqu'au 149e salarié, on aura une fraction. Plus on va arriver vers les 20 salariés, plus la fraction de taux collectif sera importante. Plus on ira vers 149 salariés, plus la part du taux individuel sera importante. À partir de 150 salariés hors Alsace-Moselle, toutes branches confondues, on estime qu'un chef d'entreprise doit payer sa note et donc devra supporter intégralement les frais de cet accident du travail au sein de son entreprise. En Alsace-Moselle, alors on diffère déjà le BTP de l'hors BTP. Donc, toutes les sociétés qui relèvent du CTN, Comité Technique National B, eh bien, se verront octroyer un taux collectif jusqu'à 49 salariés et par contre un taux mixte jusqu'à 299 salariés. C'est qu'à partir du 300e qu'on parlera d'un taux individuel. Hors BTP, on aura un taux collectif jusqu'à 49 salariés, un taux mixte jusqu'à 149 et c'est effectivement aussi, comme au niveau national, à partir de 150 salariés qu'on aura affaire à un taux individuel. Lionel, est-ce que tu veux bien passer la slide? Merci. Alors, qu'est-ce qu'une tarification collective?
C'est pas le. Oui. la Ouais. tarification collective. Donc, le taux de cotisation est donc fixé chaque année par arrêté ministériel. C'est ce que je vous disais, je vous parle bien du journal officiel. Il va dépendre du numéro de risque, donc ces fameux 3 chiffres et 2 lettres qui vont apparaître sur ce journal officiel. Et donc, on rattachera à votre établissement le taux publié par le journal officiel qui tiendra compte de tous les sinistres, donc de tous les accidents du travail, du code risque donné. Et donc, vous aurez le même taux, bien que toutes les entreprises de moins de 50 salariés en Alsace-Moselle et de moins de 20 salariés hors Alsace-Moselle qui vont relever de ce même code risque. Le taux collectif, en réalité, c'est le reflet de la situation d'un secteur d'activité. Si ce taux a augmenté, eh bien, ça signifie que les résultats du secteur se sont dégradés. Donc, l'accident dit de travail va forcément impacter aussi cette fameuse tarification collective et donc votre taux d'accident du travail. On va passer au taux mixte. Donc, le taux mixte, celui-ci, Lionel, c'est pas du tout le bon. Je sais pas qui c'est qui gère, mais c'est pas du tout le bon diapo. Encore un peu. alors le taux mixte, c'est la Alors, c'est slide sur juste avant. individuel. Le taux mixte. Voilà. Donc, ce taux est une fraction du taux collectif. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonction de la région, hors Alsace-Moselle, eh bien, on va avoir un taux collectif qui ira jusqu'à 19 salariés et en Alsace-Moselle jusqu'à 49 salariés. Donc, selon la fraction, plus elle se rapprochera du 49e ou du 19e et plus la fraction du taux collectif, eh bien, sera importante. Concernant les entreprises au niveau de l'effectif national qui vont avoir un nombre de salariés qui va se rapprocher eh bien, de 150 salariés, là, à ce moment-là, le taux va impacter de plus en plus, en tout cas, l'entreprise. Et à partir du 150e salarié, eh bien là, on aura effectivement affaire à une prise en compte par le chef d'entreprise de l'intégralité des sinistres, alors bien sûr les accidents du travail, mais également les maladies professionnelles qui sont survenues aux salariés de l'établissement. Et donc forcément, cette fameuse équation prestation sur salaire, on tiendra compte de la masse salariale déclarée. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais maintenant, admettons, on a un accident du travail qui va relever de notre établissement, qui va arriver sur le compte employeur, puisque je vous rappelle que nos gestionnaires en CARSAT, à partir du moment où ils mettent un sinistre sur le compte d'un établissement, vous le voyez sous 48 heures via le compte ATMP. Donc, les sommes, ça ne va plus être à l'euro-euro. Depuis le 1er janvier 2012, on a affaire à des catégorisations. Et je précise, c'est en fonction du nombre de jours d'arrêt prescrits. Donc, vous aurez les moins de 4 jours, 4 à 15 jours, de 16 à 45 jours, de 46 à 90 jours, etc. Ce qu'on va appeler les catégorisations d'incapacité temporaire. Donc, IT1, moins de 4 jours, IT2, de 4 à 15 jours, etc. Lorsqu'on aura affaire à une incapacité permanente, on aura 4 catégorisations. Donc, celle de moins de 10, on parlera d'IP4, de 10 à 19. Non, on parlera d'IP1 de moins de 10 et d'IP2, etc. de 10 à 19, IP3 de 20 à 39 et IP4, donc celui-là, concernera les accidents mortels ou ceux en incapacité de plus de 40%. Et ça, vous le retrouvez sur vos feuilles de calcul à partir du moment où vous êtes en notification calculée. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez visualiser les sinistres que nos gestionnaires estiment relever de votre compte employeur. À ce moment-là, pour les visualiser, vous allez simplement sur le compte entreprise. Donc, c'est un service gratuit. Mes collègues vous en ont parlé tout à l'heure. Ça inclut un service qui relève de la CARSAT, qui est le compte ATMP. Via ce compte ATMP, vous visualiserez les taux de cotisation notifiés avec le détail de calcul.
donc les accidents de travail, mais également les maladies professionnelles reconnues et qui impacteront vos futurs taux. La notification dématérialisée, que celle-ci vous est envoyée directement et vous recevez par mail une notification d'envoi d'informations de la CARSAT. Vous pourrez également visualiser un bilan individuel des risques professionnels pour vous comparer avec les autres entreprises de même taille et de même secteur. Les fameuses demandes qu'on recevait à l'époque par voie téléphonique ou papier ou mail qui font référence au taux de fréquence et de gravité, aujourd'hui, vous pouvez les télécharger sous forme d'attestation des indicateurs de risque professionnel. Et surtout, vous pouvez également faire des demandes en ligne de subventions prévention. Alors, Vanessa, je pense que sur les demandes de subvention, c'est pas seulement les TPE, c'est pour tout le monde maintenant, c'est ça? Tout à fait. Donc, en fait, on avait des demandes de subvention, alors essentiellement pour les TPE, très petites entreprises. Aujourd'hui, du fait de l'excédent en termes de risque professionnel, il a été décidé qu'on mette en place un fonds d'indemnisation qui, lui, va concerner toutes les entreprises. Donc, pendant que je vous parle, je vous conseille de scanner le QR code que j'ai mis à disposition là en slide. Et vous voyez, eh bien, nos 6 services, nos 6 offres de services de la CARSAT, en l'occurrence là, Alsace-Moselle, mais ça n'empêche pas que même si votre entreprise n'est pas située dans notre département, un des 3 départements que je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, vous pouvez tout à fait vous renseigner sur tout ce qui est accompagnement des entreprises, les aides financières, et c'est là où effectivement, comme l'a dit Lionel, vous aurez toutes les informations des différentes aides qu'on met à disposition maintenant de toutes les entreprises. Sachez qu'on a aussi un catalogue de formation. Donc, je vous rappelle, tout est gratuit. Il n'y a aucunement besoin de régler un supplément, même pour les formations. D'ailleurs, il reste des places disponibles sur des formations bien ce mois-ci ou le mois prochain. N'hésitez pas à consulter ce catalogue. On a aussi également un service de documentation qui peut mettre à disposition pour vous, eh bien, ceux qui ont encore envie de mettre des posters ou d'autres informations. On a toutes les informations sur la réglementation du taux de cotisation et on a aussi ce fameux compte professionnel de prévention, donc ce qui fait référence à la pénibilité, qui lui est disponible et on a pour bien tous ces services des experts qui sont à votre service. Je vous remercie beaucoup et n'hésitez pas à revenir vers la CARSAT Alsace-Moselle si vous souhaitez avoir plus d'informations. Alors pour les aides financières, il faut savoir que donc de 1 à 49 salariés, pour votre information, comme ça on sera complet sur les aides financières, on a bien ces subventions prévention. D'accord. Pour les effectifs d'entreprise de 1 à 199 salariés, on parlera de contrat de prévention. Et pour toutes les entreprises, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on va parler de subvention prévention risque ergonomique. Et donc, c'est le FIPU, ce fameux fonds d'indemnisation qui maintenant est pour toutes les entreprises. Pour avoir plus d'infos sur le C2P, donc sachez qu'il y a différentes thématiques qui sont importantes pour le fait de déclencher un départ anticipé d'un de vos salariés. Mais ça, c'est une étude qui peut être faite par notre chargé C2P en CARSAT Alsace-Moselle et il y en a un pour toutes les régions de France. Je vous remercie et n'hésitez pas, au niveau de la CARSAT, vous avez le conseil tarification pour toute question liée au code risque ou au taux d'accident du travail. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les subventions prévention, je vous ai mis à disposition directement le mail du groupe de travail qui va pouvoir vous renseigner sur les aides qui potentiellement peuvent vous concerner.